toutes et à tous pour un nouveau numéro de la rédac de Enquête paranormale. Monsieur Corneau, merci à vous de nous accueillir ici au sein de votre château, de nous avoir permis d'enquêter au sein de celui-ci. Donc, dans un instant, vous allez nous présenter l'histoire de ce formidable château médiéval, le mieux conservé de Franche-Comté, à ce qui paraît. Dit-on. Dit-on, voilà. Mais avant, j'avais envie qu'on parle un petit peu de vous, puisque dans le livre que vous nous aviez généreusement offert la dernière fois, on apprend dès les premières pages que vous êtes intimement lié à l'histoire de ce château, puisque vous y êtes né. Donc, merci de vous intéresser à ce lieu et bienvenue au Ricourt. Alors, je suis assez intimement lié à l'histoire du lieu, tout simplement parce que mon grand-père y était déjà fermier, que j'y suis quasiment né et que ça fait quelques décennies que je parcours le lieu. Et surtout, la chance, c'est que c'est à une époque où on commence à s'intéresser de plus en plus au patrimoine, où on fait beaucoup d'efforts pour le préserver et où de plus en plus de gens le visitent. Donc, il a été assez facile, petit à petit, de découvrir que ce lieu, qui était la ferme familiale, qu'on appelait le château, mais sans trop savoir pourquoi, et après quelques années, de s'apercevoir que c'est un château fort, plutôt intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui il est considéré comme le mieux conservé, mais tout ceci n'est qu'une espèce de miracle, tout simplement parce qu'il a été oublié, utilisé, donc entretenu, comme un outil de travail, tout simplement. D'accord. Et comment est venue l'idée, le projet de venir l'entretenir, de lui redonner presque sa splendeur d'antan, et c'est de lui redonner de l'intérêt ? Disons qu'en y habitant, en y passant tout son temps libre dès la sortie de l'école à aider à la ferme, on voyait de temps en temps, le dimanche quand il faisait beau, quelques personnes, quelques familles qui visitaient. Donc ces gens nous apprenaient plein de choses. On avait envie aussi de leur faciliter la visite, donc en créant quelques petits chemins dans les broussailles de la deuxième cour, en vidant quelques pièces pour qu'elles soient accessibles. Et chemin faisant, on a aussi rencontré des gens qui avaient envie d'aider à ce qui se passait ici, ne serait-ce que par exemple par des chantiers de jeunes. On a fait les premiers chantiers de jeunes ici, j'avais 13-14 ans, c'était en 1969. Et on a débroussaillé, puis on a fait des travaux sur quelques toitures, et puis le lieu devenait de plus en plus connu, la presse locale aidant, de plus en plus visité, et un beau jour, on a créé une association, et puis le lieu a été classé monument historique en 1984, ce qui est assez récent, d'où un intérêt un peu plus important, et puis aussi des aides, en particulier des aides de l'État au titre des monuments classés. Le département s'intéresse aussi, la région,
une association et d'autres mécènes aujourd'hui, ce qui fait qu'on arrive à réaliser des travaux tout à fait intéressants dans ce monument. D'accord. Et au niveau justement de la restauration, qu'est-ce que ça implique? Disons que la restauration a commencé, on va dire, par les premiers débrousaillages de 1969. Donc ça fait beaucoup plus de 45 ans aujourd'hui, avec des travaux évidemment de plus en plus importants, les moyens financiers étant eux-mêmes de plus en plus importants, on va dire, du fait du nombre de visiteurs. Aujourd'hui, Auricourt est le 4e lieu de fréquentation touristique de ce département, après Passavant-la Rochère, Ronchamp et le château de Chantelit. Alors ce que ça implique quand c'est classé monument historique, mais nous ça ne nous dérange pas, c'est de restaurer dans la tradition monument historique, protéger, ne pas trop refaire les choses inutiles, enfin que tout soit en même temps réversible et toujours de la meilleure qualité de travail possible. Mais ça ne nous gêne pas puisque c'est notre but aussi, ce n'est pas une contrainte, c'est plutôt un atout. La contrainte, elle est juste quand on a envie de faire n'importe quoi. D'accord. Et aujourd'hui, vous en savez quand même déjà pas mal sur l'histoire de ce château, mais comment est-ce que vous avez réussi à reconstituer un petit peu tous les éléments C'est surtout du hasard, des amis qui sont historiens ou des gens qui trouvent la pépite aux archives départementales ou régionales, des associations ou des sociétés savantes et au bout d'un moment, à force d'accumuler toutes ces petites choses, on a fini par l'écrire, par éditer une plaquette, une monographie du lieu. Et en fait, c'est une histoire assez succincte. En fait, aujourd'hui, on connaît tous les propriétaires et seigneurs successifs du lieu depuis le Moyen-Âge, ce qui est déjà pas mal, mais c'est une partie minimum de l'histoire du lieu, bien sûr. Il y a plein d'anecdotes qui sont tout à fait intéressantes, pour le peu qu'on connaît. Et au niveau du coup de l'avenir, quels sont les projets que vous envisagez maintenant que quand même la restauration du château a permis d'avancer un petit peu? On a vu qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui ont été réussis à reconstituer, et donc qu'est-ce que... Disons que le projet il est toujours le même depuis toujours, hein, on n'a jamais trop changé de cap, c'est protéger le lieu, l'empêcher de s'abîmer plus et le rendre accessible à un maximum de personnes, le rendre le plus vivant possible. Évidemment en fonction des moyens et des urgences, surtout des urgences. Jusqu'à maintenant, on a réussi à régler les urgences, il n'y a plus d'endroits qui menacent ruine, la plupart des toitures ont été refaites, les murs sont à peu près protégés, les travaux à venir, c'est surtout dans un bâtiment, le seul bâtiment où il n'y a plus de toit aujourd'hui, de protéger les maçonneries existantes et de protéger les bâtiments voisins par des systèmes de tirants. C'est le chantier de cette année, mais c'est des chantiers assez énormes quand on voit les choses à mettre en œuvre sur ce type de bâtiment. Ce chantier est en bonne voie vu que l'aspect architectural est accepté, enfin le parti est accepté, les subventions également, une partie du moins, et le processus de restauration pour ce projet est à peu près OK maintenant. Dans un avenir assez proche, on espère pouvoir restaurer, consolider la chapelle de manière à la rendre accessible en toute sécurité aux visiteurs. Chapelle qui n'existe plus, mais dont il reste quelques petits éléments à l'intérieur. Elle pourra devenir une superbe salle d'exposition pour tous les petits objets qu'on a pu retrouver plus ou moins accidentellement au fur et à mesure de certains travaux. On n'a jamais fait de fouilles ici, le but principal étant de préserver l'existant. On ne va pas miner l'existant, mais quand on vide une pièce, on fait attention et il arrive de retrouver quelquefois des boulets de catapulte ou autres tessons de poterie reconstitués, quelquefois l'essentiel d'une pièce de vaisselle. Donc les visiteurs étant assez intéressés par ce genre de petits objets qui racontent aussi l'histoire du lieu, on va essayer de mettre ça en valeur, je pense, dans les années à venir. Mais je vous dis, les projets ici sont plutôt simples.
Enfin, c'est juste protégé. D'accord. Et au niveau des événements que vous organisez, parce qu'on a vu qu'à un moment donné, vous organisiez des reconstitutions médiévales, ce genre d'événements, qu'est-ce qu'on organise comme événement dans ce genre de château? Alors, les événements ici, c'est un plus pour rendre le lieu plus vivant. On a organisé à une époque ce qu'on appelait des fêtes médiévales. C'est devenu très à la mode un peu partout. C'est la 13e édition en 2015. Cette année, on abandonne ce genre de fête qui est très lourde à organiser, qui est tributaire de la météo, on y consacre beaucoup d'énergie, une énergie qu'on pourra aussi consacrer aux travaux. Donc on va essayer de limiter ces fêtes, faire des animations plus ponctuelles, plus faciles à organiser. Évidemment, elles seront peut-être moins intéressantes financièrement, mais le but étant de faire connaître le lieu à travers ces animations, concerts, spectacles, expositions, enfin, surtout en général en fonction des opportunités. On a pu faire ici des choses tout à fait grandioses, du théâtre de Monterland avec Fanny Ardant, les débuts de TFN, franc-comtois, de la danse, les percussions de Strasbourg, des mises en scène d'opéra de très très grand niveau, mais toujours des opportunités. En fait, il suffit qu'une personne qui organise des choses sympas tombe amoureuse du lieu et ça peut très vite s'organiser. Nous ne sommes pas des organisateurs de spectacles de toute façon. Notre projet est ailleurs. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit, ce lieu est très vivant, ou en tout cas vous faites tout pour qu'il le soit. Et vous êtes un petit peu au courant maintenant, nous sommes venus pour un petit peu l'opposé de cela, donc à savoir les éventuels phénomènes paranormaux. Alors on reviendra un petit peu sur notre enquête tout à l'heure. Mais avant, on voulait avoir un petit peu votre avis. Parce qu'on nous a dit que vous étiez un grand sceptique. Comment est-ce que vous percevez un petit peu ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui ont été décrites ici? Bon, sceptique, il ne faut pas exagérer. Très cartésien, quoi. J'aime bien croire ce que je vois, ce que je touche. S'il y a des choses ici qui sont indétectables pour moi, elles le sont peut-être pour d'autres. Ça ne me dérange absolument pas. C'est même plutôt sympa, ça fait partie de la vie du lieu. S'il y a des gens qu'on pourra appeler des fantômes qui errent encore dans le lieu, ils sont très sympas parce qu'ils ne m'ont jamais fait de problème. Mais c'est vrai que quand on parcourt un lieu comme celui-ci, qu'on sait qu'il a été la propriété d'un certain Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, créateur des hospices de Beaune, le lieu est quand même habité, évidemment. On ne le croise pas. On ne croise pas son spectre dans les couloirs, mais rien que de savoir qu'il habitait ici, ça, c'est un plus pour le lieu, bien sûr. Ce château va être construit probablement vers le milieu du XIIe siècle. On n'a pas de date de construction précise, bien sûr. On sait seulement qu'à cette époque, c'est un certain Gaucher d'Oricourt, qui est seigneur des lieux. Il est connétable du comte de Bourgogne, c'est-à-dire un très haut responsable militaire. Ça pourrait éventuellement expliquer la taille du château, la taille du fief, assez correcte par rapport au voisinage du lieu. On est donc ici en comté de Bourgogne. La comté de Bourgogne, à l'époque, c'est à peu près l'équivalent de la Franche-Comté actuelle. C'est un territoire relativement autonome. On est tout de même sous contrôle du Saint-Empire romain germanique, mais c'est un territoire très riche. Les plus grandes forêts de feuillus de France, métallurgie, production de sel, etc. Donc un territoire très convoité, surtout aussi parce qu'il est un territoire frontière, coincé entre l'Empire germain et le Royaume de France. Tout le monde va s'intéresser à cette comté, avec évidemment de très nombreuses guerres, et on comprend mieux l'intérêt d'avoir des châteaux un peu partout qui vont
surtout mettre en place une organisation administrative, c'est-à-dire que le souverain local, le comte de Bourgogne, pourra compter sur tous les petits seigneurs locaux pour son administration propre, et puis c'est aussi l'autoprotection de toute la population locale, c'est-à-dire qu'en cas de problème, tous les habitants relevant du fief vont venir se réfugier dans les murs du château, où ils pourront trouver les récoltes qu'ils y ont auparavant stockées, pouvoir se protéger et survivre jusqu'à ce que la menace soit terminée. C'est le but essentiel du château fort. Alors évidemment, ces châteaux vont vivre de cette manière jusque vers la fin du Moyen-Âge. La fin du Moyen-Âge, c'est tout simplement l'arrivée des canons à poudre. Ce genre de lieu devient complètement ridicule face à ces nouveaux armements. Ces châteaux vont souvent tomber dans l'oubli, vont être dépecés, transformés. De toute façon, ils ne peuvent plus servir à rien. Et aujourd'hui, sur 1 millier de châteaux environ recensés en Franche-Comté au début du XIIIe siècle, Auricourt est considéré comme le mieux conservé. C'est dire à quel point tous les autres vont disparaître. Pour certains d'ailleurs, il est complètement impossible d'en retrouver des traces au sol, c'est dire à quel point ils ont disparu. Mais pour la bonne raison que dès la fin du Moyen-Âge, ils ne servent strictement plus à rien. Alors ici, on a des terres intéressantes, on a un bâtiment de ferme, il y a des fermiers, et l'exploitation agricole va perdurer, et c'est ce qui va sauver ce lieu jusqu'à nos jours. C'est quasiment de l'ordre du miracle. Alors il va passer à travers toutes les grandes guerres que va connaître la province, les fameuses guerres du XVIIe siècle, qui vont ravager la région et surtout faire périr une grande partie de la population, les conquêtes de Louis XIV, etc. Et qu'ils soient encore debout aujourd'hui, c'est tout à fait inespéré. Avant de laisser Julien vous présenter à vous, ainsi qu'à M. Cornevaux, les possibles résultats de notre seule et unique enquête que nous avions effectuée le lundi 22 février 2016, soit quelques jours avant de réaliser cette vidéo, laissez-moi revenir plus en détail sur notre dernière investigation. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que durant la nuit d'enquête, nous n'avons pas pu accéder à une bonne partie du château. La ferme, transformée en atelier et en accueil pour les visiteurs, ne nous était pas accessible et les écuries étaient tout simplement fermées à double tour. Quant à ce qui fut jadis un donjon, il est aujourd'hui habité au premier niveau par les propriétaires actuels, les niveaux supérieurs quant à eux n'étant pas accessibles puisque pas sécurisés. Cela nous pousse ainsi à nous concentrer sur les bâtiments de la haute cour. La tour principale, la tourelle et la tour du fond sont trop dangereuses, notamment parce que le mur d'enceinte qui permet d'y accéder a été trop fragilisé avec le temps. Pour faire simple, nous pouvions évoluer librement et sans risque dans toutes les pièces se trouvant au niveau du sol, à savoir les bâtiments des latrines récemment rénovés, les ruines du bâtiment Rollin, la salle à manger et la cave en dessous des logis, ainsi que le four seigneurial. Mais pourquoi cela, me direz-vous? Regardez cette façade. En vert se trouvent les zones sûres, ici la cave et tout à gauche la salle à manger. En bleu sont les parties en mauvais état ou partiellement aménagées auxquelles nous ne pouvions cependant pas accéder. Regardons rapidement maintenant l'organisation de l'enquête. Dans un premier temps, nous avons fait une séance de PVE en groupe dans la salle à manger. Puis, dans un second temps, pendant que les autres sont restés dans cette même pièce, Julien et Mika ont formé un binôme et ont investi la cave sous les logis, puis ont tenté leur chance dans le four seigneurial. Enfin, nous avons formé plusieurs binômes pour se séparer. Ainsi, Agathe et Marie restèrent dans la salle à manger, pendant que Mika et Julien étaient dans le bâtiment des latrines, et Arnaud et moi-même étions dans la cave sous les logis. Les conclusions, c'est qu'on n'a rien récolté du tout chez vous. C'est pas grave non plus, c'est pas alarmant, mais en fait on a fait cet endroit ici en groupe, à plusieurs, on est resté à peu près 30 minutes, afin on avait différents appareils comme celui que vous voyez qui est en face de vous, l'enregistreur numérique. Moi j'avais un casque sur les oreilles, et on a posé plein de questions en rapport avec le questionnaire que je vous ai montré. Par rapport à ça, on voulait voir s'il y avait des réactions, peut-être autour de nous, peut-être soit de la hantise, des personnes qui sont là, mais c'est du résiduel, des personnes qui vaquent encore à leurs occupations ici, sans forcément interagir avec vous, quoi.
Ou alors, dans le cas contraire, ce serait une entité, comme on dit, intelligente, qui est consciente qu'elle est là, et du coup, qui va répondre à nos questions. Du coup, on a chopé tout ça, on a capturé. C'est vrai que l'endroit, il est assez reposant. Moi, j'ai trouvé l'endroit très reposant. On a été un peu partout, on a été jusque dans les fours, la pièce avec les fours où ils faisaient le pain. On a été dans les chambres des seigneurs à côté, qui sont en réfection. Et on a des petites impressions, comme si on était suivi, mais bon, après je pense que c'est par rapport à la configuration du lieu. Elle fait aussi que ce soit en pierre, et que bon, dans le noir, on a peut-être nos sens qui nous jouent un peu des tours par rapport au jour. Donc c'est très rassurant. Ah oui, c'est même rassurant même. Hein. C'est même rassurant. Bonjour, alors je vais vous expliquer mes ressentis sur le lieu qu'on a fait il y a bientôt une semaine. Voilà, nous sommes allés dans un beau château qui est magnifique de jour. De nuit, l'ambiance et l'atmosphère est à peine un peu plus, comment expliquer, un peu plus pesant, mais sans être pour autant négatif. Lors de notre enquête, tout s'est bien déroulé. Nous avons visité certaines pièces, la boulangerie, la cave, la salle à manger communale. Et nous avons eu quelques petits ressentis, l'impression d'être suivis, quelques petits chuchotements, mais rien de vraiment concret qu'on pourra vous montrer ou vous faire écouter, parce que au résultat d'analyse des PVE, aucun ne sont distinctement où on peut vraiment éclaircir les choses. Voilà mes ressentis sur cette enquête. Alors concernant l'enquête au château d'Auricourt, donc déjà je voulais commencer par remercier le propriétaire des lieux qui nous a très bien accueillis. Ensuite, pour ma part, je n'ai pas ressenti grand-chose. Le château, du fait de son architecture et du calme qu'il y a, il y fait vraiment bon vivre. Du coup, je pense qu'on peut être vraiment tranquille en ce qui concerne les entités, s'il y en a vraiment. Ensuite, donc, pour ma part, c'est un lieu que j'aimerais refaire quand même, du fait qu'il ait quand même un petit peu d'histoire et que ce soit un château. Et à visiter aussi, même de jour, pour être une bonne découverte. L'enquête au château d'Auricourt a été une très belle surprise pour ma part parce que je n'avais jamais eu l'opportunité d'y aller. Et là, en découvrant donc une très belle architecture, en plus de ça, on a eu un accueil vraiment chaleureux et au top du propriétaire du lieu. Le déroulement de l'enquête a été assez rapide parce qu'on n'a pas eu de résultats au niveau des appareils et à l'écoute des PVE. Après, au niveau des ressentis, pour ma part, j'ai pas vraiment ressenti de choses particulières lors du déroulement de l'enquête, mais ça reste quand même un lieu où j'aimerais beaucoup y retourner à l'avenir. Pour compléter ce qu'expliquait Julien, nous souhaiterions tourner les choses de cette façon. Ce n'est pas que nous n'avons obtenu aucun résultat. Au contraire, nous en avons effectivement obtenu, mais ils ne permettent en aucune manière de confirmer la présence de phénomènes étranges. Il faut bien garder à l'esprit qu'une seule enquête ne suffit pas. Dans le cas du château d'Auricourt, s'il devait se passer des phénomènes inexpliqués, il ne s'agirait probablement pas d'entités intelligentes. Il se pourrait alors que nous soyons en présence de phénomènes résiduels. Si c'est bien le cas, alors il se pourrait bien qu'ils se manifestent dans les étages supérieurs, puisque jadis, ce furent les étages de vie, et les pièces au niveau du sol étaient réservées au stockage. À l'exception bien sûr de la pièce qui, au XVe siècle, fut transformée en salle à manger, ainsi que les différents niveaux qui constituaient le bâtiment Rolla. Pour conclure, il n'y a rien de mal à ne pas obtenir de preuves concrètes. Ajoutez à cela le fait que tout bon enquêteur qui se respecte tente d'abord de démystifier un maximum de choses que lui ou d'autres pourraient être témoins. Ce faisant, nous proposons sans regret
que ce lieu n'est en aucun cas hanté. Après tout, cela va de pair avec l'ambiance qui y règne, faisant ainsi de ce château un parfait havre de paix. Voilà, c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de la rédac de Doux Enquête Paranormale, cette fois-ci dédié au château de Ricourt. Et merci aux propriétaires, monsieur et madame Cournevaux, de nous avoir permis d'enquêter ici et de nous avoir fait découvrir ce lieu magnifique. Et aussi d'avoir participé à la réalisation de cette vidéo, bien évidemment. Et n'hésitez pas à venir découvrir les lieux de vos propres yeux pour enfin découvrir ce château incroyable. Voilà, le message est passé. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles enquêtes avec de l'enquête paranormale.